je suis Maureen, votre professeure de littérature DigiSchool. Aujourd'hui, nous allons réaliser la correction du baccalauréat de Terminale L et ou plus particulièrement de l'épreuve de littérature. Comme vous l'avez bien vu, c'est tombé sur Gide. Ici, nous allons vous proposer non pas des plans et des problématiques, mais bien des idées et des arguments. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu, les questions étaient assez générales, donc pouvaient amener à diverses problématiques et différents plans, donc ça ne sert à rien que je vous en donne un, puisque vous aurez peut-être fait quelque chose de différent. Mais aussi, et je vous demanderai de bien comprendre ça, on a eu les sujets assez tard et on me propose un live assez tôt, donc on a fait vraiment quelque chose de complet, mais autant qu'on le pouvait. Voilà, je le précisais juste, n'hésitez pas à poser vos questions, car Baptiste pourra ensuite me les faire passer et je tenterai d'y répondre. Donc je commence, j'espère déjà que ça s'est bien passé pour vous, et ensuite je relis la question 1. À 8 points. Un critique déclare qu'à la fin des Faux Monnayeurs, tout rentre dans l'ordre. Qu'en pensez-vous? Vous fonderez votre réponse sur votre connaissance du roman Les Faux Monnayeurs et le journal des Faux Monnayeurs, comme toujours. Question 2, mais on y reviendra après. On vous demandait, André Gide avait d'abord envisagé d'inscrire les réflexions d'Édouard sur le roman dans un premier chapitre, pouvant servir de préface. Il y a pourtant renoncé. Selon vous, pourquoi? Vous fonderez votre réponse sur votre connaissance, comme toujours. Alors, première question que j'ai trouvée non pas très compliquée. Par contre, deuxième question très générale, donc qui amenait vraiment à différentes problématiques. Question 1. Pourquoi pas en entrer en matière, étant donné que l'ouvrage est composé de 3 parties, une première dont les intrigues se déroulent à Paris et une troisième dont les intrigues se déroulent aussi à Paris, il y a une parenthèse en Suisse et donc qui dit parenthèse ou plutôt départ de Paris dit retour à Paris au bout d'un moment. Donc on est en droit de se demander si ce retour à Paris va va impliquer un retour à l'ordre. Mais je vais vous donner quelques idées par rapport aux thématiques qui étaient présentes dans le sujet, et notamment par rapport aux mots du sujet. Par rapport à rentrer, en effet, Bernard va rentrer à la maison. Mais est-ce vraiment un retour à l'ordre? Y a-t-il vraiment eu une rupture? Y a-t-il vraiment eu un désordre avec Bernard? N'est-ce pas un personnage qui est constamment entre l'ordre et la rupture? J'avais parlé dans le live de révision du fait qu'il voulait faire une rupture, mais qu'on avait l'impression qu'elle était un petit peu artificielle, trop violente pour être vraie et crédible, et que notamment, ne serait-ce que dans la recherche des nouvelles par rapport à Georges Molinier, il y va avec vraiment beaucoup moins de violence. Ensuite, Laura et Félix Douvier. Ils vont rentrer, c'est-à-dire qu'ils se rejoignent après que Laura a avoué sa faute et ils vont ensuite, Félix Douvier va rentrer en Angleterre et elle partir avec elle. Avant de partir sur cette thématique, déjà, ils reviennent ensemble, donc retour, le fait de re-rentrer dans la relation. Mais est-ce que on ne doit pas avoir un petit peu de méfiance vis-à-vis de ce retour, notamment car Laura précise qu'elle ne peut pas feindre d'aimer son mari plus qu'elle ne l'aime vraiment. Donc on est vraiment face à des sentiments un petit peu faible, et aussi par rapport au parallèle avec la mère de Bernard, qui on apprend à finalement quitter son mari, et de toute façon le parallèle entre la mère de Bernard et Laura est clairement dressé, notamment à un moment lorsque Bernard demande à Laura, est-ce que tu penses que quand on n'est pas le père d'un enfant, on peut quand même aimer cet enfant? Donc Félix Douvier égale profitant Dieu, Bernard égale l'enfant de Laura, pardon, et la mère de Bernard égale potentiellement Laura, si on suit cette logique. Donc doit-on penser que Félix la pardonnera-t-elle vraiment comme il le dit? Voilà, donc retour à l'ordre, pas forcément si évident. Ensuite, rentrer dans l'ordre. Est-ce que vraiment tous les personnages rentrent-ils? Est-ce qu'on n'a pas des fois des personnages et donc où leurs intrigues qui vont rester là où elles sont, en transit ou sans réponse? Encore une fois, la mère de Bernard, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Pardon, mais qu'est-ce que son intrigue amoureuse devient? Retourne-t-elle avec le vrai père de Bernard? Vraiment, là, on a zéro élément de réponse. Le roman d'Édouard,
Où est-ce qu'on en est là-dedans? Bon, a priori, il ne sera pas publié, mais on n'a pas non plus une réponse tout à fait claire. Et ensuite, pour vraiment les personnages qui restent dans leur coin, Vincent, Liliane Griffith et le grand frère Vedel, pardon, j'ai écrit Liliane Griffith. Non, Liliane Griffith, son intrigue est terminée puisqu'a priori elle est décédée, mais du moins Vincent qui reste en transit sur la Casamance et le grand frère Vedel qui est avec lui et qui, eux, ne sont pas rentrés. Aussi, j'en profite pour faire une petite réflexion vis-à-vis de ces personnages. Si rentrer dans l'ordre, c'est revenir à sa posture de départ qui était plutôt positive, on remarque qu'avec Vincent, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Vincent, c'est, comme je l'avais dit dans un live de révision, l'ange déchu. Donc vraiment aucun retour à l'ordre de son côté, plutôt une descente aux enfers. De la même façon, la pension Vedel-Azaïs est caractérisée par cette descente aux enfers. Ensuite, pour repartir, ben oui, parce que si on ne rentre pas, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que l'on repart des départs, comme je l'ai dit, Laura et Félix en Angleterre. Un départ, un nouveau départ pour l'intrigue avec, comme je l'avais dit en live, Kaloub, anagramme de Boucla, mais auquel il ne faut pas forcément voir que Boucla, c'est vraiment le gîte qui vous dit voilà, j'ai commencé avec Kaloub, je termine avec Kaloub, le roman est bouclé, mais plutôt peut-être justement une petite ironie vis-à-vis de cet anagramme pour dire rien n'est bouclé, et d'ailleurs Édouard a envie de connaître Kaloub, donc on peut repartir sur quelque chose d'autre. De nouveaux horizons en général par rapport à cette fin de roman, vivre sa vie pour Bernard, on sait toujours pas forcément ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il lui a à faire, et bien évidemment, quel est l'avenir, qu'est-ce que l'avenir va réserver à Olivier et Édouard. Ok. Ensuite, par rapport à la notion d'ordre, les retours à l'ordre sont-ils satisfaisants? Avec un S à satisfaisant, excusez-moi, on a dû aller rapidement, ça marche. Ouais. Alors, l'attention du suicide et des pistolets réglés. On avait un fil conducteur de notre récit qui était la thématique du suicide, introduite par la Pérouse assez tôt, et la thématique des pistolets. Les pistolets de son frère, les pistolets qu'on retrouve ensuite lors du duel auquel Olivier Molinier va être mêlé, mais aussi lorsque Alfred Jarry va embêter j'ai un trou là tout de suite, mais va vouloir tuer le petit bercail, voilà. Donc vraiment la thématique des pistolets qui vient se mêler à l'intrigue et qui petit à petit avance et arrive vers une tension maximale qui certes va être réglée car oui finalement quelqu'un va mourir de par le fait qu'il y ait un coup de fusil, un coup de pistolet. Aussi, mais est-ce qu'on doit se satisfaire vraiment de ça? Doit-on dire que c'est un retour à l'ordre, que voilà, il n'y a plus l'attention que le roman mettait en œuvre, mais est-ce que c'est vraiment positif? Est-ce que c'est vraiment un retour à l'ordre? Vraiment, là, je ne suis pas persuadée. Ensuite, les affaires judiciaires bouclées. Alors certes, c'est fini les faux monnayeurs. Alors certes, c'est fini cette histoire de pistolet. Alors certes, c'est fini cette histoire de prostitution. Mais y a-t-il vraiment eu une fin nette et claire à ça? Je ne pense pas non plus. Et ensuite, à la limite, le retour à l'ordre le plus probant serait pour moi celui de Georges Molinier qui devient sage suite au trauma qu'il a vécu. Mais la façon dont ça s'est fait, doit-on vraiment appeler ça un retour à l'ordre puisque c'est lié au décès de Boris et à la chute de la pension. C'était quelques petits éléments. Est-ce qu'on a des questions avant de passer à la question 2 ? On a une question de Jade qui nous demande est-ce que c'était pertinent de dire que ce roman d'apprentissage 1, 2, 3 a des airs de roman policier, intrigue dès le titre, affaires judiciaires, etc. Alors, je répète juste pour moi, est-ce que dire que le roman initiatique avait des airs de roman policier, c'était pertinent dans la réponse de cette question? En fait, en grand axe comme ça, en grande partie, je pense que c'est peut-être un petit peu trop accordé d'attention à cette thématique. Néanmoins, tu as vu, Jade, que moi aussi, j'en ai parlé, j'ai parlé du fait que les intrigues policières ont un rôle à jouer dans ce qu'on pourra appeler rentrer dans l'ordre ou non. Pour moi, ça le permet de dire que non, c'est pas tant de rentrer dans l'ordre que ça, en fait de montrer que oui, elles sont fermées, mais la fermeture, si on peut dire, n'est pas satisfaisante, donc je n'irai pas jusqu'à rentrer dans l'ordre au sens où il y a un ordre, mais rentrer dans l'ordre au sens où c'est fini.
J'ai bien répondu à la question. Ça me paraît bien. Ça paraît bien. René qui nous dit parler des relations des personnages, c'est bon. J'imagine que oui, dans cette partie. Parler des relations des personnages, ben oui, par exemple, c'est ce que j'ai dit. Après quel personnage? Je pense à Bernard qui, je pense à Bernard qui retourne chez lui, Olivier vers Édouard, etc. Oui, ben c'est ce que j'ai dit du coup. Olivier vers Édouard, pour moi justement. Après, voilà, tout dépend un peu comment on voit la chose. Olivier et Édouard sont des personnages qu'on voit au début ensemble, mais pas en tant que couple. Ils vont être séparés, spatialement parlant, ils ne sont pas au même endroit, mais après ils vont se retrouver dans le même endroit. Donc déjà, ils se retrouvent. Donc on a une intrigue amoureuse qui est un petit peu bouclée, en effet. Mais moi, je vois aussi, et c'est là qu'était toute l'attention du sujet, c'est toujours dire oui, mais, parce que c'est toujours comme ça de toute façon avec Gide, pour moi, c'est pas un retour à l'ordre, c'est plutôt le fait d'ouvrir sur des nouvelles possibilités, qu'il y a un nouvel élément qui est le couple, et qu'est-ce que ça va donner, un suspense, un nouveau roman, voilà. Autre chose? Une petite dernière, Célia qui nous parle de la deuxième question, mais c'est plus de la méthode. Elle a fait sa conclusion un peu en avance, mais elle n'est pas sûre d'avoir fini la partie. Méthodo, du coup, elle n'est pas sûre. Elle a fait sa conclusion en avance. avance. Je me demande si avoir fait la conclusion sans avoir terminé vraiment son développement, est-ce que ça peut passer quelque chose? Avoir fait la conclusion sans avoir terminé son développement. Bon, ça dépend. Par exemple, si dans ta conclusion, tu parles de quelque chose dont tu n'as finalement pas parlé dans ton développement, ça va un peu tomber comme un cheveu sur la soupe. Dans tous les cas, je ne vais pas te mentir, c'est pas... super de ne pas avoir fini son développement, néanmoins si c'est un tout petit élément, c'est bien. Et dans tous les cas, c'est pas trop grave, et dans tous les cas, c'est très bien d'avoir fait sa conclusion et de ne pas avoir justement fait un switch et avoir dit, ben non, je zappe la conclusion, ça c'est bien. C'est tout? Écoute, je pense qu'on peut enchaîner. On peut enchaîner sur la deuxième question. Donc, qu'est-ce que je la relis? André Gide avait d'abord envisagé d'inscrire les réflexions d'Édouard sur le roman dans un premier chapitre pouvant servir de préface. Il y a pourtant renoncé, selon vous, pourquoi? Bon, bien évidemment, vous formulerez votre réponse avec vos connaissances sur le journal des faux monnayeurs et les faux monnayeurs. Qu'est-ce que moi je vous dis là-dessus? Que le sujet, à mon sens, revient à réfléchir sur l'importance de la mise en abîme comme fil conducteur du roman, mais aussi sur la construction de l'intrigue, qui est de toute façon liée à la mise en abîme. Quelle est-elle? La thématique de l'écriture est-elle un nœud, un fil conducteur de l'intrigue? Ce ne sont pas forcément des problématiques, ce que je dis, hein. Là, c'est plutôt, je vous lance sur des possibilités. Donc, pour moi, ou pour nous plutôt, pourquoi mettre les réflexions d'Édouard sur le roman dans un premier chapitre pouvant servir de préface n'était pas très logique. Pourquoi? Parce qu'on a une progression, une réflexion quant à l'écriture qui va s'acheminer petit à petit. On a le flux de conscience quant à la figure de l'écrivain. Donc, c'est pour entrer dans la cohérence de l'œuvre qui porte de l'importance au flux de conscience, c'est-à-dire à la diversité des points de vue, ou plutôt à l'évolution des points de vue aussi des personnages, qu'il est logique que la figure de l'écrivain évolue aussi petit à petit. Donc est-ce qu'on n'aurait pas été dans une démarche, bon, je spoil un peu une autre slide, mais un peu contradictoire à celle de Gide en général. Ensuite, le fait que Édouard va réfléchir sur l'écriture au sein même du roman va permettre qu'il y ait des dialogues, comme le dialogue qu'il a avec Bernard Sofronieska et Laura sur son propre roman. Tout ça, comme je le dis, ça va permettre de mêler les points de vue et préférer une énumération de subjectivité que défend Gide en général dans son ouvrage. Aussi, mais justement, comme on a une énumération d'idées progressive, on a plutôt un roman à idées et non à thèse, c'est-à-dire diverses idées qui viennent s'entrechoquer, et le lecteur est invité à réfléchir et donner plutôt choisir sa préférence quant aux différentes idées qui lui sont exposées. Aussi, mais justement, le lecteur va être impliqué, c'est de toute façon tout le principe de la mise en abîme, et il va devoir, qu'est-ce que j'ai écrit, le lecteur va être impliqué parce qu'il va devoir choisir un petit peu l'opinion qu'il préfère, mais aussi parce qu'il va se poser la question, que doit-on penser de l'écriture, et Édouard finira-t-il finalement par écrire son ouvrage. Donc petit à petit, nous on est dans cette tension et on voudrait qu'il y ait une réponse, et au même titre qu'on attend des réponses quant à l'intrigue policière par exemple, on attend des réponses par rapport à cette intrigue. Donc pour moi, si on livre tout d'avance, on ne permet pas à la tension de ce côté-là de grandir. Ensuite,
Édouard, la construction d'un personnage. Alors Édouard, c'est un proté, on nous dit, c'est Laura qui le dit si je ne me trompe pas, c'est une figure de la métamorphose. Donc le fait que ses pensées évoluent progressivement quant à son écriture va permettre de nourrir ce personnage qui doit être en évolution. D'ailleurs, on voit des fois qu'il revient en arrière quant à ses positions sur l'écriture. Aussi, ça va permettre, le fait qu'il se questionne sur l'écriture, de le mettre en contraste petit à petit avec les autres figures d'écriture du roman et du coup de généraliser la réflexion sur l'écriture. Si je montre un écrivain qui réfléchit, je peux montrer, et ça va paraître logique par rapport à lui, d'autres personnages qui réfléchissent sur l'écriture, mais aussi d'autres personnages qui sont des écrivains, et du coup je vais bien mettre l'écriture au premier plan de mon ouvrage. Donc voilà, pour moi ça revient, le fait qu'on ait bien toutes les réflexions d'Édouard, à en faire une thématique centrale. Ensuite, ça c'est pour moi un élément assez important, le lien des intrigues. Les réflexions qu'on a sur l'ouvrage et notamment sur son titre, notamment celle qui est lancée par Bernard dans ce fameux dialogue, représentent un moment très important dans la jonction des intrigues. En effet, on est en Suisse, on va avoir déjà l'intrigue Laura Douvier, Boris, Bernard, etc. qui se mêlent, mais on va aussi avoir à ce moment-là la fausse pièce de monnaie qui arrive, et cette fausse pièce de monnaie correspond aussi à la réflexion de Bernard sur son authenticité. Et c'est à ce moment-là que vient aussi la réflexion d'Édouard sur son roman. Donc, le fait que Édouard appelle son roman Les Faux Monnayeurs et que Bernard veuille en parler, va permettre, comme on le voit, de joindre toutes ces petites intrigues qui ont été lancées et celles qui vont venir ensuite. Donc on est vraiment, si on avait eu une réflexion sur la thématique des Faux Monnayeurs et son titre Les Faux Monnayeurs avant, on n'aurait pas eu ce moment de concentration des intrigues possible. Donc pour moi, ça aussi, ça correspond en général à la volonté de Gide de ne pas couper net dans certaines choses, dans la réalité, mais aussi dans les intrigues et dans les consciences, et de ne pas délimiter les intrigues, et plutôt justement de montrer qu'il y a toutes sortes de possibles. On voit des intrigues par-ci, des intrigues par-là qui se mélangent à un moment donné. Enfin, le double de Gide au sein du roman, on parle souvent de Gide comme un auteur narcissique, donc on peut quand même dire que si on avait eu les réflexions sur l'écriture au début du roman en préface, on aurait une figure peut-être de l'écrivain moins présente, et du coup un double de Gide ainsi qu'un double de son journal des Faux Monnayeurs, ou plutôt une copie semblable, qui n'aurait pas été aussi intégrée, aussi présente, et ça va peut-être un petit peu quand même à l'encontre de ce roman qui apparaît être grandement autobiographique. Donc il y a ça aussi. Conclusion, ouverture, c'est là que j'ai dit que je spoilais un petit peu quand j'ai commencé à vous répondre à cette question. Renouveler le roman, c'était pour Gide en faire une touffe, qu'il n'y ait pas une avancée non rectiligne, c'est-à-dire faire entrer tout ce qu'il pouvait dans le roman et ses intrigues. Si on prend les pensées d'un personnage et qu'on les met au début du roman et potentiellement en préface, est-ce que cela ne revient pas, plutôt que de faire entrer, à faire sortir un élément du roman? Et du coup, la démarche n'est-elle pas contradictoire? Donc là, vraiment, par rapport à ce choix de Gide, je pense qu'on a quelque chose de très important par rapport à la cohérence de son œuvre et de son écriture en général. Voilà, on a fait un max par rapport au fait d'aborder des thématiques qui auraient pu vous aider. Est-ce que tu as des questions, Baptiste? Je demande, on a une seule question pour l'instant. On a Catherine qui nous dit le fait que nous n'ayons eu que 2 heures pour 2 dissertations, est-ce que c'est pris en compte dans la note? Car les sujets étaient assez compliqués, tout comme l'œuvre d'ailleurs. Est-ce que tu penses que les correcteurs sont un peu plus cool? Alors Catherine, ne t'inquiète pas, le fait que les correcteurs sont très conscients de l'épreuve et aussi de l'ouvrage qui tombe. Moi honnêtement, ça veut rien dire, mais je pensais que Gide ne tomberait pas forcément parce qu'en effet c'est une œuvre très compliquée. Donc à mon avis certains correcteurs vont quand même avoir ça à l'esprit, c'est même sûr. Et ensuite par rapport au fait que c'est en 2 heures, bah oui c'est le design de l'épreuve, donc les correcteurs sont formés et obligés de répondre par rapport à cette structure de l'épreuve. Et évidemment on attendait, on vous dit toujours qu'il faudrait écrire 10 pages, etc. Mais on sait très bien que c'est compliqué. De la même façon, si votre plan est un rikiki bancal, il n'y aura pas mort d'homme. Mais néanmoins, il fallait faire de son mieux, quoi. Pardon, je m'emballe. Mais je suis là encore dans l'épreuve. René, est-ce que la ville en a mis... Oula,
Et la mise en abîme fonctionne-t-elle lorsque nous avons parlé de voir l'évolution et l'élaboration progressive des journaux de Gide et Édouard? Oui, exactement, c'est ce que j'ai essayé de dire. La mise en abîme permet de voir l'évolution progressive et non pas conjointe, mais conjointe dans la fiction du journal d'Édouard et du journal de Gide. C'est ce que je dis. Et si on délivre toutes les réflexions avant, on enlève cette logique progressive qui est relative à Gide et ou du moins on la coupe un petit peu, cette logique progressive. Et du coup, pour moi, ça permet un petit peu moins à Gide de se mettre en scène dans son roman notamment. Donc moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à cet axe de réponse. Jade qui nous demande pourquoi est-ce que c'était aussi dur. Jade, pourquoi est-ce que c'était... Pourquoi est-ce que c'était aussi dur? Ah, Jade. Parce qu'en fait, c'est une épreuve qui, à mon sens, est vraiment faite pour vous préparer au supérieur. Donc, admettons, certains vont en prépa lettres ou vont en fac de lettres ou en fac d'histoire, vont peut-être même dans d'autres filières et vont devoir commencer à choper des automatismes. Et là, vraiment, c'est ça, c'est voir le sujet, analyser, faire son plan et être une machine de guerre quand on écrit. Mais ne vous inquiétez pas, on est très conscient, même pour moi, c'était pas évident, que que c'est trop rapide. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Ça paraît bon? Ça paraît pas mal, il n'y a plus trop de questions. Oui, de toute façon, c'était un petit peu tôt. J'espère que ce corrigé vous aura un petit peu aidé, vous aura peut-être un petit peu rassuré. Si vous n'avez pas des choses semblables à celles qu'on a proposées, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes hors sujet, donc pas de panique. Nous, on propose ce corrigé à l'écrit. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai un peu plus de temps, je vais aussi un peu l'étoffer d'autres éléments. Donc n'hésitez pas à revenir sur le corrigé écrit sur notre site. Et je vous dis bien du courage pour la suite, parce que je pense qu'il y a une suite. Et amusez-vous bien dans le supérieur.